peut fournir du Soleil, évidemment, une image directe dans le visible, ou dans des longueurs d'onde inconnues sur Terre, ou avec ce qu'on appelle des coronographes, c'est-à-dire ce que vous avez vu tout à l'heure, en masquant. Voilà, le disque blanc, c'est la taille du Soleil. Évidemment, si on vise directement le Soleil pour voir l'atmosphère qui est autour du Soleil, il faut masquer le Soleil parce que le Soleil est tellement brillant. Hein. Donc on masque avec une petite pastille qui s'appelle un coronographe. Hein. Voilà, alors il y en a deux types. Vous voyez. On voit même le bras, vous voyez ici, le truc noir, c'est le bras qui tient la pastille devant la caméra. Hein, vous voyez même une comète qui est en train de rentrer dans le système solaire interne. Alors ce qui est formidable avec SOHO, c'est qu'on peut voir des tâches qui sont derrière le Soleil. Alors ça, je ne vais pas vous l'expliquer, d'abord je n'ai pas tout compris moi-même, hein, je vais être honnête, mais il y a des appareils qui permettent, en mesurant les vibrations du Soleil, parce que oui, le Soleil vibre comme la peau d'un tambour. Et en mesurant ces vibrations, on arrive à détecter la présence de taches de l'autre côté du Soleil. Ça peut être intéressant quand on fait de la prévision justement de ce vent solaire qui va dépendre aussi, et la prévision des éruptions qui va dépendre de ces taches. Voilà, je vous ai dit infrarouge tout à l'heure, je suis bête, en ultraviolet. Voilà, en ultraviolet, des images du Soleil, alors évidemment sur plusieurs jours, on voit une rotation complète du Soleil. Ça, INOD, c'est un petit satellite japonais, low cost, qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, malheureusement, mais il est très très bien. Les Japonais, ils sont super, ils ont fait ça pour le Soleil, et ils ont fait une sonde pour aller visiter l'astéroïde Itokawa, vous vous rappelez peut-être, une petite crotte de terre qui se balade dans l'espace, qui fait 500 mètres de long. Ils se sont mis en orbite autour, ils se sont posés dessus, ils ont ramené de la matière de l'astéroïde, et ils l'ont récupéré sur Terre. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'en a jamais entendu parler. Et voilà. Hein? Eh bien, je vous en parlerai quand on parlera justement des astéroïdes et des comètes. Je crois que c'est au début de l'année prochaine. Voilà ce que découvre justement ce petit satellite japonais qui étudie le Soleil. Justement, il a peut-être trouvé, ou il a mis le doigt au moins sur la gâchette pour découvrir ces petits filaments qui viennent réchauffer justement la couronne solaire. Alors ça, c'est intéressant. Les Américains ont lancé un couple de satellites pour étudier le Soleil, qui s'appelle Stéréo. Stéréo, pourquoi? Parce qu'il y en a deux. Il y en a deux qui sont situés de part et d'autre de l'orbite terrestre et qui va permettre de photographier et d'étudier le Soleil de deux points de vue différents. Et il se trouve qu'en janvier 2011, ces deux satellites étaient à des positions opposées par rapport au Soleil, si bien que l'ensemble des deux satellites, avec l'ensemble de ces deux satellites, on pouvait voir la totalité du Soleil de façon instantanée. Donc voilà, et donc les Américains les ont regroupés sur une petite animation qu'on voit ici. Donc c'est le Soleil à un instant donné. C'est sur 360 degrés. Alors ce satellite est intéressant parce qu'il permet aussi d'étudier le vent solaire sur la totalité de son trajet. Vous voyez ici la couronne solaire, le vent solaire. Pourquoi tu ne continues pas, camarade? Non. Voilà. Le vent solaire qui s'échappe du Soleil, alors évidemment, on a coupé les échelles là, on arrive dans la partie de l'héliosphère, puis vous voyez là, c'est Vénus, on atteint Vénus, et puis la Terre. C'est l'arrivée sur la Terre de ces mêmes particules. Bon, vous, ça ne vous dit pas grand-chose, c'est certain. Il faut savoir que c'est quand même une opération pour les gens qui s'intéressent au Soleil, une opération intéressante.
Un des derniers satellites américains d'observation du Soleil, c'est SDO. Alors lui, il bénéficie de toutes les nouvelles technologies et sa résolution est époustouflante puisque à gauche, vous voyez la résolution de SOHO et à droite, c'est la résolution de ce nouveau satellite. Alors, on peut voir, vous pouvez regarder le genre de photo que ça donne, vous voyez cette superbe éruption là. Incroyable, hein? Donc on voit en fait la surface du Soleil en ultraviolet, mais on voit aussi les éruptions et le vent solaire qui part, qui quitte le Soleil. Voilà d'autres images dont une très belle protubérance solaire. Ça, c'est ce qu'on pense être une partie du champ magnétique solaire. Vous voyez, ça devient un peu compliqué, mais évidemment, comme il y a beaucoup de taches solaires, que les taches solaires sont créées par le champ magnétique, eh ben, les lignes de champ elles sont dessinées comme ça. Mais, vous savez, il ne faut pas paniquer, hein, parce que de toute façon, le Soleil, tous les 11 ans, il change de polarité magnétique. Hein. Je vous ai dit qu'il y a un cycle de 11 ans, ça, je ne l'ai peut-être pas signalé tout à l'heure, mais ça veut dire que tous les 11 ans, le champ magnétique du Soleil s'inverse. Alors ça, c'est les nouveaux projets. Bon, il y a deux projets, un de l'ESA qui vient d'être agréé par l'ESA, c'est Solar Orbiter, et Solar Plus de la NASA. On en parlera dans quelques années. Mais il arrive qu'en de Terre aussi, on a de nombreux observatoires, notamment un pas très loin d'ici, à Meudon, l'observatoire de Meudon, au pic du Midi. Sinon, il y en a d'autres, vous voyez, les Américains ici. Alors, la fin du Soleil, ben, mes bons amis, c'est triste, hein, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous ai dit que le Soleil était en milieu de vie, donc dans en gros 4 à 5 milliards d'années, il va exploser, il va mourir lentement en fait. D'abord, il va exploser, tout le gaz va se répartir au fin fond de l'univers, et il va rester une toute petite étoile au centre qu'on appelle une naine blanche, mais qui va porter toute la masse du Soleil. Donc, si vous voulez, c'est une petite étoile, en gros, grande comme la Terre, mais avec la masse du Soleil. Hein. Donc, c'est quelque chose d'extraordinairement dense. Mais alors, on pourrait penser que on va mourir dans 4 à 5 milliards d'années. Et hélas, non. Je vais vous décevoir, on va mourir avant. Parce que, au cours du temps, la brillance du Soleil augmente en gros de 1% tous les 100 millions d'années. Donc ça veut dire qu'au bout de 1 milliard d'années, on aura en gros 10% de plus de brillance solaire, mais avec 10% de plus de brillance, la Terre va être complètement vaporisée, il n'y aura plus d'eau sur Terre, donc le genre humain disparaîtra. Alors pas la planète, mais la vie, en gros. Donc, si vous comptiez sur 5 milliards d'années pour survivre, je suis désolé de vous donner cette mauvaise nouvelle, ça ne sera que 1 milliard. Alors, maintenant qu'on a parlé du Soleil, on va essayer de généraliser au niveau des étoiles. Alors, les étoiles, c'est comme les êtres vivants. Elles naissent, elles vivent, elles meurent. Sauf que l'échelle de temps, évidemment, n'est pas la même. Hein. Comme notre Soleil peut vivre 10 milliards d'années, mais il y a des étoiles qui peuvent vivre 100 millions d'années ou 10 millions d'années, et il y en a qui peuvent vivre plus longtemps que l'univers. Il y a un seul fait caractéristique des étoiles, c'est leur masse. La vie et la mort des étoiles dépendent de sa taille, c'est-à-dire de sa masse. C'est ça le seul paramètre. Alors on part au pays des étoiles. Alors la formation, vous savez, c'est comme pour le Soleil, hein, je vous l'ai expliqué. Comme on est une étoile, c'est comme pour le Soleil, c'est-à-dire c'est un équilibre
entre les forces de gravitation et les forces nucléaires. Alors, étoile adulte, donc le destin, comme je vous l'ai dit, c'est déterminé par sa masse. Et je prends un petit coup d'eau. Oui, alors, les étoiles les plus massives, en fait, ont les vies les plus courtes. Ça ne paraît pas logique, hein, parce qu'elles ont beaucoup plus d'hydrogène à brûler. Mais pas de chance, c'est un rapport entre volume et surface, et elles ont beaucoup plus d'hydrogène à brûler, mais elles les brûlent plus vite. Donc, si bien qu'une étoile qui serait peut-être 10 fois plus grosse que le Soleil vivrait 100 millions d'années, au lieu de 10 milliards d'années. On va voir ça. Alors, comment espionner les étoiles, hein, et tous les corps qu'il y a dans le ciel? Là, en fait, c'est comme les experts, hein, à la télévision, on n'a qu'une seule information, c'est avec un spectre. Alors, si Abby elle utilise un spectrographe de masse, ben nous, on utilise un spectre optique. Hein, c'est-à-dire qu'on va étudier la lumière émise par ces étoiles. Et cette lumière, c'est l'empreinte digitale de l'étoile. C'est-à-dire, ça va nous donner une information directement caractéristique de cette étoile. Hein, sa composition, presque sa masse, sa luminosité, etc. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les étoiles ont différentes couleurs qui correspondent à différentes températures. Vous savez très bien, si vous faites brûler un morceau de fer, enfin vous ne le faites pas, mais vous l'avez peut-être vu à la télévision, ça passe par toutes les couleurs et ça termine, ça commence par le rouge, ça va le jaune, le blanc, et si vous alliez plus loin, ça irait dans le bleu. Et en fait, les étoiles, eh ben c'est pareil. On classe les étoiles en fonction de leur température, de leur luminosité et de leur couleur. Alors, il faut savoir que pour les étoiles, si vous devez retenir qu'un seul truc d'aujourd'hui, c'est l'inverse de la plomberie. Le bleu, c'est chaud, le rouge, c'est froid. Voilà, déjà, si vous avez ça, si vous gardez ça en tête, vous n'avez pas perdu votre temps aujourd'hui. Hein. Alors, bien évidemment, suivant que l'étoile est plus ou moins proche de nous, elle va nous paraître plus ou moins brillante. Il va falloir qu'on se pose la question si est-ce qu'elle est plus brillante parce qu'elle est plus loin, ou parce qu'elle est plus près, parce qu'elle est plus lumineuse. Bon, en réfléchissant un peu, on arrive à résoudre tous les problèmes. Et les astronomes ont décidé de classer les étoiles. Vous savez, les astronomes, c'est des physiciens, ils aiment bien faire des courbes, etc. Et ils ont classé les étoiles en notant leur luminosité mesurée en fonction de la température de surface. Et on s'est aperçu que, vous voyez, elles ne se mettent pas n'importe comment, les étoiles. Attention, la température la plus faible est par là, hein, c'est inversé. Elles se mettent sur un grand fleuve, là, vous voyez, qu'on appelle la séquence principale. Et en fait, c'est sur ce fleuve que va se dérouler la vie normale de l'étoile. Et puis, quand elle va mourir, elle pourra aller dans d'autres zones de ce graphique, soit ici, soit là. Donc, les étoiles ne se placent pas au hasard dans ce graphique. Alors, vous savez que quand on voit loin, on voit Dieu. Hein. Ça aussi, si vous devez savoir retenir quelque chose de ce soir, c'est ça. Hein. Vous voyez, la galaxie d'Andromède, qui est notre voisine, elle est située à 2 millions d'années-lumière de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Une année-lumière, c'est quoi? C'est quoi une année-lumière? C'est la distance parcourue par un rayon lumineux en une année. 10 000 milliards de kilomètres.
Ok? Une année-lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Après, je ne sais plus compter, c'est trop compliqué. Bon, donc, la galaxie d'Andromède est située à 2 millions d'années-lumière. Ça veut dire que la lumière émise par cette galaxie, elle a mis 2 millions d'années à nous parvenir. Donc, on la voit comme elle était il y a 2 millions d'années. C'est pour ça que je dis, quand on voit loin, on voit vieux. Et avec des nouveaux télescopes, on arrive à voir des galaxies qui ont été créées juste après le début de l'univers, qui ont peut-être 13 milliards d'années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. On voit l'univers à sa naissance. C'est formidable. Donc, ne pas oublier que ce qu'on voit, c'était à l'époque où la lumière a été mise. On voit des galaxies dans le ciel, si ça se trouve, d'objets qui n'existent plus maintenant. C'est clair? Alors voilà, on va parler de quelque chose de triste, la mort des étoiles. Hein? Vous voyez, en fait, les étoiles, ça va dépendre de deux... Il va y avoir deux parcours. Soit c'est une étoile moyenne, comme le Soleil, hein, l'étoile lambda qu'on peut trouver au Monoprix, voilà, le plus simple. Et alors cette étoile, soit elle est massive, beaucoup plus massive que le Soleil. Alors notre étoile moyenne, à la fin de sa vie, elle va devenir une géante rouge. Ces enveloppes vont se dilater, puis elle va exploser dans ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis ça va devenir cette mini-étoile qui porte la masse totale de l'étoile. Par contre, si l'étoile était beaucoup plus massive, alors là, il va se passer autre chose. Lors de l'explosion va être beaucoup plus importante. Ça va donner naissance à ce qu'on appelle une supernova. Et cette supernova, en fonction encore de cette masse de l'étoile, ça va donner soit une étoile bizarre qui s'appelle neutron, étoile à neutrons, soit un trou noir. Et on va essayer d'expliquer tout ça. Alors, bon, j'ai expliqué tout ça, c'est ce que je viens de vous dire. Je me suis permis de faire un petit graphique où on voit justement l'évolution des étoiles. Alors évidemment, je n'ai pas parlé des étoiles de très basse masse, hein, qui vont donner naissance à des fausses étoiles, à des fausses planètes aussi, qu'on appelle les naines brunes. Sinon, vous voyez, la voie du milieu, c'est la voie la plus générale de toutes les étoiles, qui vont aboutir à une nébuleuse planétaire et à une naine blanche, alors que à droite, on va avoir des supernovas. Supernova, vous avez entendu le mot, hein, on va essayer d'en parler après. Bon, ça c'est pas intéressant. Voilà quelques naines brunes. Alors, vous voyez, elles sont les naines brunes, à gauche vous avez le Soleil. Hein, donc elles sont beaucoup plus petites que le Soleil. Et on arrive maintenant à photographier directement ce genre d'étoiles, ainsi que des planètes qui tournent autour de ces étoiles. Ah, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Ça s'appelle comment? Des exoplanètes. Hein? Et on a ici